Merci. On m'a demandé de parler ce matin de l'approche géopolitique de l'Union européenne et la question pourrait être, en somme, quel type de puissance l'Union européenne peut-elle être à l'échelle internationale? Alors, c'est une question qui se pose depuis 2 ans, puisque la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, quand elle est venue faire son discours inaugural devant le Parlement européen, a annoncé que sa Commission européenne serait une commission géopolitique. C'était une façon de se distinguer un petit peu de la précédente commission. Jean-Claude Juncker, en 2014, avait dit « Ma commission sera une commission politique », ce qui cassait un petit peu l'idée d'une commission qui serait une pure administration. Et Madame von der Leyen, elle dit « Ma commission, ça sera une commission géopolitique, c'est-à-dire une commission qui va penser l'intégration européenne dans un contexte global qui est en changement rapide et qui exige de repenser toutes les politiques et la stratégie de l'Union européenne dans ce contexte global. 2 ans après, on a une sorte de consensus relatif parmi les représentants des États membres et au sein du Parlement européen pour dire qu'effectivement, il faut faire quelque chose, que l'Union européenne doit exister à l'échelle internationale autrement que comme simplement un acteur commercial puissant et un ensemble qui est prosélyte de ses propres valeurs, la démocratie, les droits de l'homme, la paix entre les peuples, etc., etc. Mais les contours de la politique de puissance de l'Union européenne, la substance de ce que serait cette Europe géopolitique, sont encore très peu clairs. Et c'est sur ce point-là que j'aurais aimé revenir dans le temps qui m'est imparti. Alors le point de départ de cette idée d'une Europe géopolitique, d'une Europe qui doit être active à l'échelle internationale, c'est un contexte international qui est en mutation très rapide. Depuis 10 ans, énormément de choses ont changé à l'échelle globale et ont contraint l'Union européenne à revoir un peu son approche de l'action extérieure. Alors si on revient historiquement sur ce qu'était l'intégration européenne n'a jamais prétendu à la puissance. Elle avait un programme de libéralisation des échanges, elle voulait promouvoir le multilatéralisme et le dialogue entre les nations, elle voulait défendre la démocratie et les droits de l'homme, elle voulait affirmer l'Union européenne comme un modèle de développement régional pacifique, fondé très largement sur le commerce. Et dans tout ça, il n'y avait pas de place pour les idées de puissance, les idées de coercition, les idées de politique étrangère au sens classique. Mais ce modèle très pacifiste, je dirais, et commercial de l'intégration européenne a été bousculé ces dernières années de manière très rapide. L'émergence de nouvelles puissances, la Chine, le Brésil, l'Inde, le retour de la Russie sur la scène internationale, l'isolationnisme des États-Unis, notamment à la faveur de l'élection de M. Trump, le déclin de l'Union européenne d'un point de vue démographique ou d'un point de vue économique, par voie de comparaison, qui est plus rapide que ce qui est prévu, et aussi l'émergence de ce qu'on appelle des États de civilisation, c'est-à-dire des États qui n'acceptent pas l'idée que l'objectif final, c'est de s'aligner sur la conception occidentale de l'État-nation fondée sur la démocratie, les droits de l'homme, le commerce, mais qui prétendent avoir leur propre approche de ce que c'est qu'un État fondé sur une civilisation. C'est le cas de la Russie qui fait vraiment référence à son glorieux passé, à une conception très particulière d'un modèle de développement économique ou politique. C'est le cas de la Chine qui fait aussi référence à 2000 ans d'histoire et qui n'a pas du tout envie d'émerger de se diriger vers un État démocratique tel qu'on les connaît dans l'Union européenne. C'est le cas aussi de la Turquie ou de l'Inde. Donc tout ceci oblige l'Union européenne à penser la question de la souveraineté, ce qu'on a vu avec Madame von der Leyen il y a 2 ans, donc, qui dit l'Europe doit être géopolitique. Et depuis 2 ans, on entend un discours sur la souveraineté de l'Union européenne qui est complètement nouveau. Avant 2019, personne ne parlait de la souveraineté de l'Union européenne, du moins dans les institutions européennes. Et maintenant, on entend parler d'autonomie stratégique collaborative, etc., etc. Il y a une vraie réflexion qui se fait sur ces questions-là. Et ce n'est pas facile, parce qu'il y a un vrai paradoxe, parce que l'intégration européenne s'est historiquement faite dans le refus explicite de toute revendication de la souveraineté. Donc on impose à l'Union européenne une problématique dont elle ne voulait pas traiter parce qu'il était clair que les États gardaient la souveraineté et que l'Union européenne, elle, s'occupait de coopération, de commerce et de choses comme ça. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on pense que l'Union européenne pourrait avoir une forme de souveraineté, pas du côté des institutions, mais du côté peut-être des penseurs, des philosophes, des politistes.
Dès les années 70, certains ont dit oui, mais l'Union européenne, enfin la communauté européenne à l'époque, est une superpuissance en devenir, on ne peut pas le nier. C'est un nouveau type d'entité dont on ne sait pas exactement de quoi il est fait, mais qui a un rôle très important à l'échelle internationale, même si la communauté européenne refuse les concepts classiques du conflit, de la force, de la coercition. On a eu un changement dans les années 90 avec le traité de Maastricht qui affirme le caractère plus politique de l'intégration européenne et qui pose les bases de la possibilité d'une politique étrangère et de sécurité commune pour l'Union européenne. Mais tout ceci n'est qu'un cadre et il manquait un peu la volonté politique parce que les États sont très jaloux de leur statut de puissance et de leur souveraineté, et parce que les États ne sont pas d'accord sur ce qu'on doit faire en termes de politique étrangère ou en termes de sécurité. Il y a des États qui ont une politique étrangère très forte, comme la France. Il y a des États qui sont très attachés à leur neutralité, comme par exemple l'Autriche, la Finlande, la Suède. Il y a encore d'autres États qui sont très attachés à l'OTAN pour tout ce qui concerne la sécurité. Tous les pays d'Europe centrale et orientale n'ont pas envie de s'en remettre à l'Union européenne pour ce qui concerne leur sécurité. Et c'est que très récemment que la question de la puissance a été repensée, précisément parce que tout ça s'effrite. Parce qu'on n'est plus sûr que les États-Unis soient là pour nous défendre en cas d'attaque russe, parce que les Russes sont de plus en plus menaçants, parce qu'on ne sait pas exactement ce que veulent les Indiens et les Chinois, et parce que les opinions publiques, surtout, commencent à être ouvertes à l'idée qu'il pourrait y avoir une politique étrangère développée à l'échelle de l'Union européenne. Ce qui nous amène finalement à la question: quelle souveraineté pour l'Union européenne? Parce qu'une fois qu'on a dit que l'Union doit être géopolitique, ça c'est assez facile à dire, il faut encore expliquer comment ça va se faire. Et là, il y a une contradiction fondamentale entre le terme géopolitique, qui renvoie à la prétention à contrôler un territoire, et ce qui a fait la substance de l'intégration européenne, un projet fondé sur des valeurs humanistes, sur le pacifisme, sur la croyance dans la possibilité de relations de coopération entre les États, sur le refus de toute visée impérialiste, sur l'attachement au multilatéralisme. Et donc, il faut un ajustement aujourd'hui du projet européen pour intégrer cette notion de souveraineté. Il faut aussi clarifier la position, la stratégie de l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la Russie. Et on voit très bien que vis-à-vis de ces trois partenaires, il n'y a pas vraiment de consensus parmi les 27. Il y a des pays qui sont plus ou moins atlantistes, il y a des pays qui sont plus ou moins désireux de coopérer avec la Chine ou avec la Russie. C'est aussi difficile de penser la question de la souveraineté à l'échelle de l'Union européenne parce que clairement, c'est un aveu d'échec. C'est l'aveu que l'Union européenne n'a pas été capable de façonner le monde selon ses propres idées, celle du multilatéralisme, de la coopération pacifique entre les États, n'a pas été capable d'imposer ses propres valeurs, la démocratie, les droits de l'homme, le progressisme, le développement durable, la cohésion. On a pensé à un moment donné que tous les pays allaient se rallier tôt ou tard à ces valeurs, et on voit bien aujourd'hui, avec les États de civilisation, la Turquie, la Chine, l'Inde, la Russie, avec aussi les États-Unis, lorsqu'ils sont dans une démarche isolationniste comme avec M. Trump, qui n'ont pas du tout envie de se rallier, de s'aligner sur ce programme européen. Donc l'Union européenne doit penser son action extérieure d'une autre manière, dans une logique un peu de confrontation, nos valeurs contre les valeurs des autres, et non pas dans une espèce d'angélisme un peu béat, avec l'espoir que le monde va finir par fonctionner selon nos logiques. Donc pour conclure, la prochaine étape pour l'Union européenne, c'est d'arriver à définir ce que veut dire cette Europe puissance. Un certain nombre d'initiatives ont déjà été prises par la Commission von der Leyen, mais tout ça reste relativement embryonnaire, et tout ça doit passer par une redéfinition de toutes les politiques qui sont menées dans l'Union européenne, en prenant en compte leur dimension globale. Et surtout, l'Union européenne s'affronte aujourd'hui encore à un certain nombre d'obstacles. La revendication par les États de leur souveraineté dans le domaine des affaires étrangères, de la défense, même s'il y a un consensus pour dire qu'il serait bien de faire des choses ensemble, ça n'est pas facile pour les États d'accepter l'idée que l'Union européenne fasse des choses sans eux ou peut-être contre eux.
Il y a aussi différentes approches des relations internationales parmi les États membres. On a des pays militairement actifs, on a des pays qui ne sont pas actifs militairement, et on a des pays surtout qui sont neutres et très attachés à leur neutralité. Et enfin, il y a la question des relations avec les États-Unis, avec la Chine, avec la Russie, qui n'a pas été clarifiée et qui est réellement problématique et qui doit faire l'objet d'un certain nombre de débats au sein du Conseil européen pour voir quelles sont les positions qui peuvent émerger à l'échelle de l'Union européenne. La présidence française de l'Union européenne du premier semestre 2022, à cet égard, va être un moment clé, puisqu'il, très haut sur l'agenda de M. Macron et de Clément Beaune, il y a cette question de l'Union européenne en tant que puissance, et l'ambition de la France, c'est de commencer à tracer les contours de cette union puissance au premier semestre 2022. Merci.